Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir ici. Comme vous l'entendez peut-être, j'ai grandi à l'ouest ici à Hamilton, mais on semble que je vais pouvoir peut-être rentrer chez moi ce soir aux États-Unis. Les sondages ont l'air un peu meilleurs. J'ai dit que ça allait peut-être être une grosse valise ou une petite valise selon les sondages, mais je n'ai pas de divulgation. Je veux reconnaître le travail de l'Institut Covenant des soins palliatifs qui a organisé une conférence très importante et le comité de pilotage de l'importance des soins palliatifs qui ont vraiment aidé à compiler le document et la présentation. Donc, comme vous l'avez entendu, ce dont je suis censé vous parler aujourd'hui, c'est quels sont les cadres stratégiques, qu'ont accompli les cadres stratégiques et les soins palliatifs adoptés par d'autres pays. Alors je veux traiter de cela de trois façons différentes avec vous. Tout d'abord, je veux parler de pourquoi il nous faut une stratégie nationale. Pourquoi avons-nous vraiment besoin de réfléchir à cela? Nous allons adopter un point de vue international et très rapidement revoir ce qui s'est fait dans d'autres pays et essayer de tirer des leçons de cela et enfin des recommandations, un résumé très rapide. Ça marche pour vous? Dites oui s'il vous plaît. Alors commençons. Avant de me lancer, c'est que j'aimerais souligner les changements importants que nous avons vus dans l'espérance de vie depuis 125 ans. Et pour ceux d'entre vous qui n'arrivaient pas à lire ça, ça dit ici, j'aurais été là plus tôt s'il n'y avait pas eu la détection précoce. Parce que lorsqu'on y pense, lorsqu'on regarde l'espérance de vie des Canadiens en 2013, l'âge moyen de décès est maintenant de 81 ans. C'est l'âge médian plutôt, et c'est plus de 40 ans de plus qu'en 1880. Mais cette statistique cache différents autres facteurs. Par exemple, combien d'entre vous dans cette pièce vous attendez de vivre jusqu'à 65 ans ou y êtes déjà? Vous n'avez pas besoin de me dire l'un ou l'autre. Combien d'entre vous pensez que vous vivrez au moins jusqu'à 65 ans? La plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Donc en fait, si vous arrivez à 65 ans, l'âge de la mort, c'est pas 81. Enquête. Oh, mes excuses, ça devrait être 92. Donc, comment est-ce qu'on a raté? Ça devrait être 88, pardon. Comment est-ce qu'on a raté ça? Je vais revenir. Bon, comment on a pu rater ça? Bon, on va reprendre. Alors, pour cette moitié-ci de la salle, parce que le panel des citoyens est là-bas, ça c'est le groupe qui va vivre jusqu'à l'âge de 88 ans. Vous êtes les 50%, parce que c'est la médiane. Si vous arrivez à l'âge de 80 ans, vous pouvez vous attendre à vivre jusqu'à l'âge de 90 ans. C'est pas mal. Et il va y avoir un doublement de la population canadienne jusqu'à 9 millions de personnes d'ici 2036. Et si on mange bien, qu'on fait de l'exercice, on ressemblera certainement à ça à l'âge de 85 ans. Ça, c'est une photo de mon grand-père qui était homme d'affaires avec beaucoup de succès à New York, sur le côté américain de la famille. À l'âge de 55 ans, a décidé qu'il avait encore 10-15 ans à vivre et il s'est dit qu'il avait assez d'argent, qu'il a pris sa retraite. Et il a déménagé dans le Maine et lorsqu'il n'était pas mort à 65 ans ou à 70, il a commencé à acheter de la forêt. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a beaucoup d'arbres et rien d'autre à faire l'été? Il faut aller marquer les arbres qui empêchent la croissance des autres et on les abat, on fait du bois de chauffage et on a beaucoup de beaux arbres que je possède maintenant. Cependant, beaucoup d'entre nous n'allons pas hériter de ces gènes. J'adopterais le processus du vieillissement si je pouvais lever les bras, si je l'embrasserais si je pouvais lever les bras, dit l'homme allongé. Donc, avec beaucoup plus de sérieux, laissez-moi maintenant passer à l'autre moitié de ce groupe et voir ce à quoi nous faisons face ici et aux États-Unis pour ce qui est d'une population vieillissante. Parce que ça, c'est la photo de ma grand-mère qui a été prise exactement au même moment que celle de mon grand-père. Et à l'âge de 83 ans,
Elle avait déjà développé de la démence, elle avait du diabète, elle avait de la dépendance à l'oxygène et je me souviens lorsque cette photo fut prise, elle a insisté que son oxygène lui soit retiré et on était très inquiet qu'elle allait devenir bleue avant qu'on puisse avoir une bonne photo. Et ça c'était avant qu'on puisse faire Photoshop. Elle avait des problèmes cardiaques, elle avait de l'arthrite et elle était dépendante de la plupart de ses activités quotidiennes. Elle avait besoin d'aide pour se lever, s'habiller, préparation du repas, etc. Et comme je vous l'ai dit, il va y avoir 9 millions de gens qui seront comme ma grand-mère en 2036. Et lorsque l'on regarde les données, quasiment chacun d'entre nous passeront au moins 7 ans de nos vies comme ça. Et à nouveau, si l'on regarde les données, 90% d'entre nous vivront de la fatigue quotidienne, 60% d'entre nous vivront de la douleur quotidienne, quasiment la moitié vivront des difficultés à respirer tous les jours et un tiers d'entre nous vivront de l'anxiété quotidienne. Et ça ne sera pas juste pendant les 6 derniers mois de notre vie. Ça sera pendant des mois ou des années. Et ça ne sera pas toujours une crise de santé publique pour ce qui est de nos soins pour les gens sérieusement malades. Cela a des justifications budgétaires importantes pour la société. C'est le graphique de l'augmentation en pourcentage du PIB, des dépenses de soins de santé, et le régime de pension du Canada et la sécurité vieillesse de 1975 jusqu'en 2035, projection 2035. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le monde dans cette salle qui fait monter cette courbe. Ce sont les gens comme ma grand-mère qui ont des maladies sérieuses pendant de plusieurs années. En fait, combien d'entre vous, ça a été quelque chose d'important dans mon pays adoptif au sud, combien d'entre vous avez entendu que la plupart des dépenses de santé ont lieu dans les 6 derniers mois, la dernière année de vie? C'est faux. En fait, c'est une question de comment les données sont collectées. Lorsque l'on regarde le top 5% des dépenseurs, les gens qui font monter la courbe, environ 49% aux États-Unis ont un événement à coût élevé dans le début de leur vie, et puis leur coût baisse. Ils ont une opération chirurgicale. En même temps, parce que nous apportons les bons soins pour les bonnes personnes au bon moment, nous réduisons les coûts. Pas en réduisant la surutilisation, essentiellement, nous réduisons la mauvaise utilisation. Certaines personnes en reçoivent plus parce qu'ils en ont besoin, plus de traitements. Certaines personnes en reçoivent moins, mais l'effet général sur le coût est à la baisse, surtout au niveau des coûts d'hospitalisation et les services intensifs. Alors, quelles sont les barrières à l'accès universel aux soins palliatifs de haute qualité que toutes les nations doivent développer? Et donc, quelles sont les 4 questions qu'une stratégie nationale doit intégrer? Tout d'abord, il y a l'infrastructure. Lorsque l'on pense à où les soins palliatifs sont offerts, les hôpitaux, les foyers, les soins à long terme, nous n'avons pas l'infrastructure pour soutenir l'accès universel. Si vous vivez dans une partie rurale de ce pays, aux États-Unis, il y a un accès très limité. James a parlé de la question de la main-d'œuvre. On n'aura jamais assez de spécialistes, quel que soit le pays, pour s'occuper de chaque personne dans le besoin. Ça ne va pas se faire. Et donc, les soins palliatifs doivent vraiment être diffusés et intégrés dans le génome de la formation en soins de santé. C'est toujours impressionnant pour moi de voir qu'après 4 ans à l'université de Chicago, parce que je me forme au sud, après travailler à Cornell et en gériatrie, j'ai eu un cours de 30 minutes sur la gestion de la douleur, et ça c'était dans ma première année de pharmacologie, et c'était voir comment les drogues comme la morphine sont utilisées par le foie et éjectées par les reins.
J'ai appris plus sur le ver solitaire qu'autre chose, que sur la douleur durant mes premières années médicales. Et ma sœur qui a été formée ici a eu la même expérience. Donc on a un problème de main-d'œuvre. Nous avons un écart de connaissances. Nous n'avons pas les preuves pour apporter les soins de qualité pour les gens très malades. Notre meilleur traitement pour la douleur, la morphine, etc., n'a pas changé depuis les années 1600. Nous n'avons pas développé de meilleurs médicaments que les opioïdes en 500 ans. On dépense 0,3% du budget annuel sur la recherche des soins palliatifs en 2016. C'est quoi 0,35%? Ça s'arrondit à quoi? C'est plus près de zéro qu'autre chose. Donc c'est pas une surprise qu'on n'ait pas les connaissances parce que l'on ne dépense pas d'argent sur les recherches nécessaires. Et enfin, nous devons vraiment réfléchir à la prise de conscience du public et ce que cela veut dire. J'ai passé 25 ans aux États-Unis à réfléchir au bon message pour le public. Et comme Jane en a parlé, Dr Simon en a parlé hier, nous avons dépensé 220 millions de dollars américains entre 1995 et 2005 pour changer la culture de la mort aux États-Unis, pour que nous, Américains, adopterions notre mortalité et verrions la mort comme une partie naturelle de la vie, et que l'on demanderait des bons soins de fin de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous savez pourquoi? Les gens ont vraiment pas envie d'être morts. Et si on continue de vendre ça, penser à la conscience du public pour améliorer la fin de vie, les gens qui en ont vraiment besoin ne vont pas opter pour. C'est quelqu'un d'autre, parce que je préférerais être vu comme vivant avec une maladie que mourant avec une maladie. C'est une belle expérience hypothétique. Pour nous tous qui sommes en santé, on peut penser à ce qu'on voudrait. La réalité est que lorsque nous y arrivons, pas encore les amis. Donc pourquoi doit-on être mourant pour que ces symptômes soient bien contrôlés, la qualité de vie améliorée, qu'on s'occupe de votre famille, votre vie rallongée et que ça soit de la meilleure qualité? Ça ne devrait pas être comme ça. Donc l'une des grandes leçons, ce qui a apporté une des grandes différences aux États-Unis, et c'est la seule fois où je vais vous parler de l'industrie de santé aux États-Unis, parce qu'on n'a pas de système, donc on ne peut pas avoir de stratégie nationale, mais c'est ce que quand nous avons fondamentalement changé le message sur les soins palliatifs, et en améliorant les soins de fin de vie pour améliorer la qualité de vie. Et en fait, ce que nous avons maintenant emprunté, vous allez me détester pour ça, mais c'est que non seulement nous améliorons la qualité de vie, mais nous guérisons la souffrance, parce que tout le monde est guéri. Donc parlons des soins palliatifs au Canada, et puis parlons de ce qui se fait dans d'autres pays. Alors ma partenaire a dit, Sean, tu ne peux pas utiliser des mots comme organique et puis local, parce qu'on ne parle pas que des bonnes choses ici, mais les soins palliatifs n'ont pas été organiques, ça n'a pas été stratégique. Et ça a été utilisé lorsqu'il y avait des forces, des chefs visionnaires, des institutions pour faire du soutien, et dans l'ensemble, ça a été local. Et on utilise de l'argent public et privé qui soutiennent des programmes locaux. Il y a eu des recommandations spécifiques et des lignes directrices de la société, et des bonnes. Cependant, il n'y a pas eu, que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, un véritable consensus national sur ce que ce devrait être, qui transcende la tribu, à savoir ceux d'entre nous qui pensons que c'est une bonne chose. Et comme beaucoup d'autres pays, nous avons de grandes disparités d'accès, que ce soit géographique, ethnique, raciale. Nous avons de grandes disparités d'accès. Donc,
quels pays font ça bien? Y a-t-il d'autres modèles vers lesquels on peut se tourner? Eh bien, c'est difficile, parce que lorsque vous cherchez à voir comment on évalue le soin pour les gens qui ont des maladies sérieuses, les évaluations sont basées sur ces indices composites, la qualité de vie, et si vous regardez ça, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Ils regardent les mesures de clause de service, le coût, ils regardent où les gens meurent, alors que les morts institutionnelles sont considérées comme étant une mauvaise chose et les morts à domicile une bonne chose. Et le fait est que si vous vous sentez en sécurité, votre famille en prend soin d'eux, et vous mourrez dans une institution, c'est mieux que de mourir seul sans soins à domicile. Mais si vous regardez tout ça, il y a 4 premiers chefs de file qui émergent, l'Australie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Donc voyons cela. Tout d'abord, je veux parler un petit peu du sondage national Ipsos et comment c'est lié à cela. Nous avons fait cela et en fait l'équipe Covenant a fait tout le travail autour de cela. Moi je ne fais que présenter les résultats, mais ils ont fait un examen systématique de la littérature pour voir quelle stratégie existe et laissez-moi vous dire que c'est très difficile. Ce n'est pas publié dans les journaux médicaux principaux, donc il faut faire beaucoup de recherches web et le travail qu'ils ont fait est phénoménal. Et j'ai fait les choses faciles, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé les gens dans différents pays en disant « Hey, qu'est-ce que vous faites chez vous ?» Donc j'ai mis ça aussi. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien tout d'abord, il y a un grand soutien national pour cela. 86%, près de 90% des gens disent que c'est le rôle du gouvernement que de développer et de mettre en application des normes nationales de soins palliatifs. Et 85% veulent que ces normes soient intégrées dans la loi de la Santé Canada. On ne voit pas des résultats de sondage comme ça souvent. Le fait est que près de 90% des Canadiens disent que le gouvernement fédéral doit avoir un plan national. On n'a pas ce genre de consensus dans les sondages nationaux et 70% des gens se préoccupent du coût. C'est compréhensible, mais je suggérerais qu'au moins de regarder les données qu'on a fait que ça sera au moins neutre en coût et ça pourrait nous apporter des économies. Donc, qu'est-ce qu'on a lorsque l'on regarde à tout ça? Eh bien, on a trouvé des cadres pour 10 pays développés qui ressemblent au Canada et on a vu des stratégies complètes sur plusieurs années pour seulement 4 d'entre eux. Et c'est pas surprenant, ce sont les mêmes pays, l'Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Et il y a plusieurs pays qui avaient cette stratégie générale qui disent que tout le monde au pays doit avoir accès aux soins palliatifs. Et il y a des recommandations d'infrastructure disant que vous devez avoir tant de lits, tant de spécialistes. Et la Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, Singapour, l'Espagne ont au moins ce type de cadre en place. Donc examinons brièvement à quoi ça ressemble. Alors l'Australie a commencé en 2000 avec une stratégie nationale de soins palliatifs. Ils ont en fait identifié 7 programmes nationaux qui ont ciblé ces 4 barrières que j'ai identifiées auparavant. Les capacités de recherche, le développement de la main-d'œuvre au travers de l'éducation, l'infrastructure au travers d'une amélioration nationale de la qualité et des ressources en ligne à nouveau en traitant à la fois de la main-d'œuvre et l'infrastructure, une évaluation des besoins pour qu'ils sachent quel est le problème qu'ils allaient traiter et le financement pour les essais cliniques pour identifier ce que l'on pourrait faire de mieux et de la recherche des services de santé pour guider la stratégie nationale. 10 ans plus tard, ils ont été revus, révisés. 4 nouveaux objectifs ont été identifiés. La prise de conscience et la compréhension, ils ont raté ça en 2000. Que les choses soient appropriées et efficaces, leadership et gouvernance, capacité et capacité. Et 5 ans plus tard, ils viennent de financer 13 initiatives supplémentaires qui se concentrent sur ces 4 objectifs. En Irlande, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à peu près au même moment où les Australiens pensaient une stratégie nationale, les Irlandais en ont fait de même et ils ont mis sur pied un comité consultatif national sur les soins palliatifs
qui en appelait à un plan très détaillé. Et malheureusement, je crois qu'ils se concentraient spécifiquement sur l'infrastructure des soins palliatifs. Et ils avaient 4 recommandations. L'une, c'est qu'ils avaient besoin de financement amélioré, renforcé, que les priorités de soins palliatifs devraient être basées sur des politiques nationales. Mais ensuite, ils ont transmis ça aux commissions de santé locales en disant allez mettre ça en application, et malheureusement sans trop d'orientation spécifique. Ils ont dit qu'il fallait y avoir dans les commissions de santé un budget distinct, mais ce qu'ils n'ont pas reconnu, c'est que les budgets pour les conseils de santé varient beaucoup et ne s'alignent pas aux besoins des soins palliatifs. Donc par exemple, dans un domaine où il y a un fort budget, ils avaient des formidables soins palliatifs, donc ils pouvaient protéger une partie de leur budget. Ceux qui avaient un petit budget avaient besoin de beaucoup d'argent pour amener leurs soins palliatifs à jour. Ça, c'est un problème. Et surtout, c'est un partenariat public-privé. Donc ça a développé ce partenariat entre les conseils de santé et les hospices existants qui avaient été des organisations bénévoles ou caritatives de façon générale. Ce qui n'est peut-être pas surprenant, c'est qu'en 2004, on a dit que les choses ne marchaient pas aussi bien qu'on le voulait. Il manquait 90 millions d'euros par rapport à l'investissement nécessaire sur la base du plan. Ils avaient quand même un déficit d'environ 254 lits spécialistes et on dit, bon, il faut faire quelque chose. Et à nouveau, ils se sont concentrés sur l'infrastructure. Il devait y avoir une avancée au niveau du financement en passant de 54 à 76 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bon moment. L'économie irlandaise s'est effondrée, effectivement, donc toutes ces initiatives essentiellement ont stagné en Irlande jusqu'à il y a 2 ans où à nouveau les choses ont progressé à nouveau. En Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs apprentissages intéressants. Ici, à nouveau, stratégie nationale commence à peu près autour de l'an 2000 avec la stratégie des soins palliatifs néo-zélandaises, 9 composantes qui sont complètes et traitent des 4 problèmes que j'ai identifiés tout à l'heure. Et je crois que ce que la Nouvelle-Zélande a fait très bien, c'est qu'ils ont eu différents audits pour évaluer les progrès vis-à-vis de ces objectifs. L'audit de 2010, j'ai souligné ici qu'il y avait des grands changements et des efforts concentrés sur le développement de la main-d'œuvre et des exigences de qualité. Vous voyez ce qu'il y a en rouge? Ça n'a pas été aussi bien couvert. En 2011, à nouveau un audit, plus d'amélioration. Pareil, en 2013, une meilleure vérification. Et en 2015, ça a pris 2 ans après l'audit de 2013 pour mettre ça sur pied. Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Zélande a investi plus de 75 millions de dollars pour mettre ça en place, y compris 60 nouveaux postes de soins palliatifs et une vérification de tout ça devait être publié le 16 octobre, mais il n'a pas encore été publié. J'espère avoir un suivi. Et enfin, au Royaume-Uni, on se dirait c'est en 2008, c'est là que le mouvement Modern Hospice a commencé, même si les Irlandais ne seraient pas d'accord. Mais je crois que c'est en partie parce qu'il y avait beaucoup de soins palliatifs volontaires et c'est pas avant 2008 qu'on a vu une véritable stratégie nationale. Le professeur Seymour est là, c'est son pays, donc elle pourra en parler plus tard, mais à nouveau, c'est quelque chose de très complet qui a regardé la prise de conscience, l'éducation, les effectifs, l'infrastructure, près de 290 millions de livres investis de 2009 à 2011 pour soutenir la mise en application et la vérification ne fait que commencer. Et les données ne font que commencer à rentrer. Et les premières études ont été démontrées qui montrent un déclin du nombre de lits en hôpital, mais on pourra se demander si c'est une bonne chose ou non. Alors quelles sont nos implications? Quelles sont les conséquences? D'abord, il y a différents facteurs qui font la promotion du succès. Tout d'abord, lorsque l'on regarde cela, on regarde où nos pays ont réussi à bâtir des soins palliatifs complets dans l'infrastructure. Ils ont traité de cette question de la prise de conscience qu'à moins que vous ayez des gens qui l'exigent, ça ne fait rien de bon. Lorsque je diagnostique
mes patients avec le cancer, la première question que je reçois, c'est quand est-ce que je vais voir l'oncologue. Lorsque je fais le diagnostic à quelqu'un qui a une maladie grave, la première chose qu'ils doivent nous demander, c'est quand est-ce que je vais voir votre équipe de soins palliatifs. La question des effectifs, comme on l'a souligné, on n'aura jamais assez de spécialistes. Notre objectif ne devrait pas être que chaque personne avec une maladie sérieuse soit suivie par une équipe de soins palliatifs. Les soins palliatifs doivent suivre les plus malades, les plus complexes, ils doivent faire l'enseignement, le mentorat et ils doivent faire la recherche. Mais le reste d'entre nous devrions avoir les compétences de base liées à la gestion de la douleur des symptômes, coordination des soins et la communication pour efficacement apporter des soins palliatifs de base. Ils se sont concentrés sur la recherche et l'infrastructure et surtout, ils ont impliqué les éléments de base dans chacun de ces 4 domaines. Afin de créer des partenariats publics-privés, afin de faire participer les chercheurs, les décideurs de politique, les éducateurs, ceux qui fournissent les soins directement et ceux qui ont besoin de ces soins. Il a été aussi d'une importance cruciale et une des raisons pour lesquelles ce genre de réunion me rend si enthousiaste, c'est que les contributions des décideurs seniors très tôt dans le processus s'est fait et donc ici ils sont engagés. Donc on n'a pas organisé la chose en disant voilà, financez-le. Il faut que ceux qui sont impliqués ressentent une appartenance. Les initiatives qui font la promotion d'un système national de rapport de la qualité, cette idée qu'il y a des normes, il faut les atteindre. Nous faisons des audits vis-à-vis de ces normes et nous développons continuellement nos connaissances afin de nous faire avancer et afin d'éviter de stagner. Et comme les Néo-Zélandais nous ont montré, il n'y a rien qui stimule le progrès plus qu'une audit régulière. Et il s'agit de définir aussi les jalons afin qu'on puisse juger des progrès et voir si nous y arrivons ou si nous n'y arrivons pas. Et ce qui est la chose la plus importante, et j'ai peur de vous le montrer, c'est l'argent. Ça prend des budgets substantiels et soutenus pour faire avancer les choses par les instances de financement gouvernementales. Parce qu'honnêtement, nos œuvres de charité privées, nos sociétés, nos établissements médicaux n'ont pas les fonds nécessaires pour effectuer les changements dont nous avons besoin. Et comme je suis en plein milieu d'une élection américaine et comme un des candidats et quelqu'un que j'aimerais bien voir en tant que président, je vais vous faire revenir à 1968 lorsqu'il y a eu une élection similaire. Et à ce point-là, Hubert Humphrey se présentait contre Richard Nixon. Vous vous rappelez Richard Nixon? Et j'adore cette citation de Humphrey. C'est le dernier discours qu'il a fait avant sa mort. Et ce qu'il dit, c'est que l'épreuve morale du gouvernement, c'est la manière dont ce gouvernement traite ceux qui sont au début de la vie, les enfants, ceux qui sont vers la crépuscule de la vie, les aînés, ceux qui sont dans les ombres de la vie, les malades, ceux qui vivent dans le besoin, les handicapés. J'espère que tout ce que j'ai dit concernant les raisons pour intégrer les soins palliatifs, je crois que l'argument fondamental, c'est que ça démontre à quel point notre gouvernance préoccupe de son peuple et sa population. Et savez-vous que si ça coûte un peu plus pour s'assurer que quelqu'un soit à l'aise, que vive confortablement, que la qualité de la vie soit meilleure, est-ce que cet argent n'est pas bien dépensé? Merci beaucoup de votre temps et de votre attention. Merci beaucoup, M. Morrison. Encore une fois, vous nous avez inspirés, vous nous avez fait réfléchir et nous demanderons aux membres du panel de poser des questions dans un premier temps. Merci, Fred. Et la première question, c'est Earl Campbell qui la posera. Merci, M. Morrison. Et au nom
du panel de citoyens, je vous remercie de cette présentation si réfléchie et d'avoir bien emballé cette présentation avec cette citation que vous avez mise à la fin. C'est très approprié aujourd'hui. Aussi, merci beaucoup de nous avoir éclairé ici concernant nos attentes de vie et puis ce que ça peut vous donner. Donc, je suis encouragé aujourd'hui. Merci. Dans votre présentation, vous avez dit que le développement des soins palliatifs a été organique plutôt que stratégique, ce qui est influencé surtout par des ressources locales et des pratiques locales. Vous avez examiné 4 exemples qui peuvent nous offrir quelque chose, mais je vais vous demander lequel de ces 4 pays que vous avez examinés serait plus exemplaire, à votre avis, en utilisant la planification stratégique pour les soins palliatifs et que le Canada pourrait considérer comme modèle? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays en ce qui concerne les facteurs qui favorisent le succès? C'est une question difficile et j'ai une réponse à 2 volets. D'abord, si on regarde spécifiquement les stratégies nationales, je soupçonne que c'est la Nouvelle-Zélande. Mais à cause de la petite taille de ce pays et avec les limites géographiques, je crois que les leçons que l'on peut en tirer sont importantes, mais moins utiles que le modèle australien. Et je pense que si j'allais examiner un modèle de prestation des soins, je regarderai l'Australie pour différentes raisons. D'abord, ils ont soigneusement considéré chacun des éléments de base nécessaires pour effectuer du changement social. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et ils se sont concentrés sur chacun de ces domaines clés. L'autre chose qu'ont fait extrêmement bien les Australiens, c'est faire participer tous les partenaires ensemble. Les décideurs principaux de politique, les pourvoyeurs de fonds, le secteur privé, la philanthropie, ceux qui assurent les soins. Et ça a vraiment développé une coalition qui tient à cœur l'amélioration du système. Et ils se sont engagés. Donc, ayant dit cela, je crois que le Canada a la possibilité ici de vraiment développer un modèle qui pourrait être imité par un nombre d'autres pays. Et je crois que maintenant, nous pourrons apprendre de ce qu'ont fait les autres avant nous. Nous pouvons en tirer des leçons, mais je crois que l'occasion qui se présente, c'est de faire quelque chose de magique. Et nous pouvons concevoir le modèle qui pourrait être généralisé en 2016 afin que nous nous rendions à un point où le pays puisse dire nous pouvons vous fournir des soins de haute qualité pour toutes les personnes ayant des maladies graves. C'est sûr que nous ne pouvons pas faire ça aux États-Unis. Nous n'avons pas un système national de la santé. Nous avons une industrie plutôt. Et nous n'avons pas effectué les bonnes mesures que l'on a mises sur pied ici. Il n'y a pas eu de conférence nationale comme celle-ci. Les sondages publics qui ont mené à cela, c'est incroyablement important. Et donc, je regarderai les autres pays. Je pourrais tirer des leçons importantes de tous, mais je crois que vous avez l'occasion ici de faire quelque chose d'unique et de novatrice que d'autres pourront imiter. Et veuillez le faire avant que j'atteigne l'âge de 65 ans quand je reviendrai ici. Merci. Ça va être en français si vous voulez mettre vos récepteurs. Canal 1 pour l'anglais, canal 2 pour le français. With apologies, my father. Je vous offre mes excuses. Mon père a grandi à Montréal et mon français avant d'avoir quitté ce pays était raisonnable, mais ça ne l'est plus. All set. Tout prêt? Rapport de recherche pour cette conférence. J'ai été surpris de lire qu'en Belgique, les soins palliatifs sont inscrits dans les lois comme un droit. On pense que
Dans ce cas-là, les Belges sont allés très loin. Cette découverte a piqué ma curiosité et j'ai effectué des recherches Google pour savoir ce qu'il en était. J'ai été encore plus surpris de voir que la Charte de Prague sur les soins palliatifs et les principaux organismes qui sont impliqués, organismes mondiaux qui sont impliqués dans les soins palliatifs, reconnaissent un droit humain dans les soins palliatifs. On peut imaginer qu'un tel droit au Canada pourrait avoir des répercussions importantes dans un immense pays comme le Canada, avec 2 ou 3 habitants par kilomètre carré, avec de petites communautés dispersées loin des centres d'activité. Avez-vous trouvé dans vos recherches si d'autres pays ont fait des soins palliatifs un droit et quelles ont été les implications? C'est peut-être plus facile dans le cas de la Belgique parce que c'est un petit pays. Donc, quelles sont vos constatations et est-ce qu'on serait bien avisé de l'inclure dans une stratégie qu'on proposerait au gouvernement? Merci. La question concernant la Belgique, qui a établi les soins palliatifs comme un droit, et l'Organisme mondial de la santé, dans sa déclaration récente, a aussi déclaré que les soins palliatifs doivent être un droit pour chaque citoyen. Le problème ici, et je vais être très honnête, c'est que sans une stratégie, ce ne sont que des mots. Sans un plan, sans un investissement pour assurer que ça se passe, ça ne demeure que des paroles. Et si on regarde, par exemple, le Belgique, même si les soins palliatifs sont un dit droit, il y a encore énormément de disparités en ce qui concerne l'accès. La plupart des Belges ne reçoivent pas des soins de haute qualité avant la fin de la vie. Et à certains égards, je crois que ça donne aux gens une façon de dire, bon, nous avons adopté une loi, c'est un droit, bon, passons à autre chose. Et ce que je crois, c'est que les soins palliatifs sont un droit. On devrait avoir une bonne gestion des symptômes. On devrait être confortable. Ça devrait faire partie intégrante des soins de la santé. Mais dire cela ne nous fera pas avancer. Donc, je suggère que plutôt que de dire au gouvernement, vous devez établir les soins palliatifs en tant que droit, pensons plutôt à comment nous allons développer un système de la santé où vraiment ça sera un droit afin de ne pas avoir besoin d'une telle déclaration. Est-ce que ça a du sens? Penelope, prochaine question, s'il vous plaît. Merci pour un discours très intéressant. Vous avez mentionné une réduction éventuelle des coûts ou bien un transfert des coûts et cela pose un problème comme point de vente dans cette situation, mais c'est un problème majeur et c'est un incitatif pour un gouvernement aussi. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Oui, en regardant les données concernant les effets des soins palliatifs sur les coûts de la santé, là où les économies viennent, c'est en identifiant et en parlant avec les patients et les familles concernant leurs objectifs et en appariant le traitement à ces objectifs au cours d'une maladie grave. Et en améliorant la qualité, les coûts sont réduits parce que ça devient un système beaucoup plus efficace. Si nous regardons ceux qui ont vraiment besoin de soins palliatifs, il s'agit d'environ 10% de la population à tout le plus, peut-être 5 à 10%. Donc, notre système de la santé est développé pour le 90%. Et ces 5 à 10%, même s'ils sont les plus vulnérables et ont les plus grands besoins, c'est encore quelque chose d'externe. C'est comme essayer d'atterrir dans la navette spatiale à l'aéroport d'Ottawa. Bon, ça donne l'impression d'être pareil, mais le système n'est pas conçu pour ça. Donc, une partie de l'argument consiste à nous concentrer sur l'élément qualité. Mais aussi, il s'agit de mesurer les coûts en cours de route. Est-ce que ça sera moins coûteux? Je soupçonne que ça sera neutre par rapport au coût. Ça ne sera probablement pas beaucoup plus coûteux, mais je dirais que même si oui, nous devrions considérer notre évaluation de cet investissement. Mais vous avez raison. Le coût, c'est un bonus additionnel. Ça ne devrait pas être l'incitatif principal. Et je dois ajouter aussi que ceci est une grande préoccupation. Nous devrions être tout à fait clairs en mesurant si nous transférons les coûts aux familles.
tout en les enlevant du système. Parce que si nous pouvons vraiment offrir un environnement sûr et de soutien à domicile plutôt qu'à l'hôpital, il faut être très clair par rapport à ce que fait la famille afin d'assurer ses soins. Parce qu'il ne paie pas pour chacun de ses jours à l'hôpital, mais il paye pour que la personne reste à la maison. Donc, il faut vraiment regarder de près les coûts formels au système de la santé, mais il faut aussi surveiller les coûts aux familles. Si je peux intervenir pendant un moment. Pensez-vous qu'il y aurait beaucoup de transferts de coûts dans le modèle selon lequel on fournit des soins de fin de vie, ou est-ce que ce serait plutôt minimal et qu'il y aurait un nouveau coût que nous aurions à absorber? Je crois que ce serait à peu près neutre par rapport au coût. Sinon, il y aurait des économies. Parce qu'encore une fois, si on se concentre sur les gens qui sont à la fin de la vie, ça représente probablement, même ici, peut-être 10% des utilisateurs à coût élevé dans le système de la santé. Donc, nous n'allons pas économiser beaucoup d'argent sur ce groupe, peu importe. Mais nous pouvons certainement améliorer ces derniers jours et mois de la vie en offrant une couche de soutien additionnel là où ils veulent recevoir les soins plutôt que dans l'unité des soins intensifs. Mais selon la loi de la santé du Canada, nous payons pour, même si les gens meurent à la maison, il faut présumer qu'il y aurait des infirmières ou d'autres personnes à la maison et ça serait payé par l'assurance médicale. Donc tous les coûts ne seraient pas transférés aux familles et beaucoup seraient dépensés à la maison plutôt qu'à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est mon espoir. Et c'est ce que j'espère et c'est ce que je pense dans un pays comme celui-ci où le tout ne tourne pas sur la question de limiter les coûts, mais il faut être au courant de la possibilité d'un transfert des coûts. Une chose est surveiller. Je crois que vous avez raison. Les gens seraient protégés, mais il faut vraiment surveiller parce que ces courbes ne sont pas durables. Bien, si c'est dans la loi canadienne sur la santé, la partie physique serait couverte, la douleur mentale et les choses qui touchent la famille avec un décès à la maison ne peuvent pas faire l'objet d'indemnisation de toute façon. Karina, je pense que vous avez la prochaine question et ensuite une excellente présentation. Merci. Serena, pardon. J'aime que vous avez souligné la nature organique de la chose et ça souligne les forces que nous voyons dans ce pays avec les équipes. Et j'ai eu une discussion fascinante avec quelqu'un pendant la pause et donc il y a beaucoup de force, mais c'est un peu isolé ici et là. Et ça nous ramène à ce que nous avons discuté dans notre groupe ici. Parfois, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et ça souligne l'importance de cette structure globale. Et si on regardait une stratégie nationale magique, j'adore ce terme, mais il faut toujours lancer cela en l'île du Prince-Édouard, en Ontario et dans les territoires du Nord-Ouest. Si vous aviez le bâton magique, quelles seraient les 2 recommandations que vous feriez pour mettre en place en tant que sauvegarde? Bien, d'abord, je crois que comme ça s'est développé de façon organique, il y a énormément de forces dans les groupes ici et là, et on peut bâtir sur ces forces. Et la première chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue là où ça marche. Il s'agit de se renseigner sur ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui pourrait s'adapter à d'autres endroits du pays et dans d'autres parties de la province. Je crois que ça, c'est une première étape. La deuxième étape, je crois que moi, je suis vraiment chercheur dans mon cœur et puis je crois qu'une chose qu'ont très bien fait les Néo-Zélandais, c'était une évaluation complète des besoins. Ils ont dépensé pour vraiment identifier les lacunes. Et ensuite, on a
on détermine comment les combler. Et ça, c'est l'importance lorsqu'on on se développe à partir des forces pour en faire une stratégie nationale. Parce que si on continue de bâtir sur les forces, on ne voit pas les écarts, on ne voit pas les besoins. Donc, ma recommandation serait que maintenant, déterminons quels sont les écarts et réfléchissons sur comment les combler et, ce qui est plus important, quels sont les bons modèles. Parce que le modèle qui fonctionne au réseau universitaire de la santé, ça ne marchera pas à l'île du Prince-Édouard. Et il faut être ouvert à de nouveaux modèles. Merci. Je vais faire écho aux commentaires de tous les autres concernant l'excellente présentation. Nous avons un gouvernement maintenant qui, pour différentes raisons, dont l'acceptabilité politique, engage 3 milliards de dollars aux soins à domicile, y compris les soins palliatifs, peu importe les autres enjeux. Mais ça semble être considéré à l'extérieur du développement d'une stratégie nationale, ce qui est ridicule. Pourquoi ne pas développer, élaborer une stratégie, établir les coûts et allouer les financements reliés aux objectifs de la stratégie et faire la mise en œuvre après. Et les autres exemples que vous avez cités semblent avoir fait ça. Donc, on peut critiquer le gouvernement à cet égard ou on peut peut-être regarder ces initiatives et poser une question qui serait peut-être quelles ont été les occasions politiques qui permettaient l'adoption d'une stratégie nationale dans ces contextes-là au moment où ça s'est fait. Est-ce que c'était un gouvernement particulier? Est-ce que c'était l'atmosphère dans la communauté médicale? Est-ce que c'était une pression politique venant des patients? Quelle a été la source de motivation ou est-ce que c'est une combinaison de tous ces facteurs? Et comment est-ce que nous pourrions apprendre de cela pour encourager le gouvernement du Canada à adopter l'idée d'une stratégie nationale? Oui, je ne crois pas qu'il y ait une réponse simple, mais si on regarde les facteurs clés qui y ont mené, je crois qu'il y en avait plusieurs. D'abord, je crois, la reconnaissance du besoin de la part du public. Aux États-Unis, c'était Jack Kevorkian et le mouvement du suicide assisté aux années 90 et une grande étude nationale qui démontrait de terribles lacunes pour les personnes avec des maladies graves. C'est ce qui nous a réveillés. Et donc, je crois que c'est la reconnaissance. En même temps, ce sont les rapports, exactement comme vous avez souligné. C'était quelqu'un au sein du gouvernement qui a déterminé, qui a reconnu que c'était un besoin et qui l'a assumé comme initiative personnelle et qui a collaboré avec de multiples intéressés, dont des décideurs de politique, des contribuables, ceux qui paient les œuvres de philanthropie et les patients et leurs familles, notamment. Donc, ça a vraiment impliqué les intéressés clés. Et l'autre facteur clé du succès que vous avez identifié de façon dramatique, c'était l'idée de faire venir les gens tôt afin que ce soit un effort collaboratif et que ce ne soit pas imposé soit par le gouvernement qui dit qu'il va dépenser 3 milliards de dollars ou bien en identifiant qu'il faut y faire quelque chose. Et l'autre chose qui a aidé, c'est que ça a marché en tant que modèle et les gens avaient un sentiment positif. On prévoyait le succès et ce succès a été partagé et ça a fait avancer les choses. Et si on compare la Nouvelle-Zélande, l'expérience en Nouvelle-Zélande contre celle de l'Irlande, où en Irlande, les audits ont montré constamment que l'on tenait pas le rythme et puis on donnait plus d'argent. Et les Néo-Zélandais disaient, oui, nous avançons, nous faisons très bien à certains égards, mais pas à d'autres. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer notre rendement dans cette dernière situation? Et ce sont des voies très différentes pour trouver une solution au même problème. Et je crois que les Australiens ont fait particulièrement bien. Ils continuent d'identifier les écarts dans le cadre d'une approche collaborative. Et il faut que des gens continuent à mettre de la pression sur le gouvernement. Il n'y a pas de doute. La pression politique aide. Fred, j'ai l'impression que vous me dites que nous n'avons plus de temps. Non, nous avons encore du temps pour le panel et ensuite pour la salle. Si je peux avoir donc une autre question, et ça c'est relié à ce que vous disiez. Un des problèmes au Canada, c'est que les provinces
sur la prestation des soins de la santé. C'est en partie financé par le gouvernement fédéral, le reste est financé par les provinces. Il me semble qu'en Irlande, il y a un système différent, mais il semble qu'ils aient essayé d'imiter notre système en donnant ça aux régies de la santé pour créer les programmes, tandis que les objectifs nationaux sont créés par le gouvernement national. Et vous avez dit que ça n'a pas vraiment marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des soins palliatifs dans certains districts de la santé et pas d'autres, mais certaines choses étaient couvertes dans certains districts et pas dans d'autres. Comment est-ce que ça marchait? Il y avait différentes contraintes auxquelles ont fait face les Irlandais qui ont posé des problèmes, y compris l'effondrement de l'économie. Une des questions clés, c'était l'accès inéquitable. Donc, par exemple, les régies de la santé en Irlande avaient différentes forces, différents budgets, et les budgets consacrés n'étaient pas proportionnels au montant de travail qu'il fallait effectuer. Est-ce que ça a du sens? Vous voulez dire généralement ce n'était pas suffisant ou vous voulez dire que ce n'était pas suffisant dans certains districts mais ça l'était dans d'autres? Oui, ce dernier. Avec une régie de la santé bien financée, ils avaient un programme assez fort, donc ils n'ont pas eu à consacrer beaucoup d'argent. Et ils étaient financés localement plutôt qu'au niveau national. Oui, et par le partenariat. Et en dit cela, je crois que toute stratégie est locale. Et ce qui m'a vraiment préoccupé, vous l'avez vraiment frappé, c'est quel conseil est-ce qu'on devrait donner et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ici. Et nous n'avons pas les réponses à cette question encore. Ça fait partie du travail qui se fera suite à ce genre de réunion. C'est une réflexion sur quelle est la bonne solution pour le Canada et quelles sont les mesures que nous devrons prendre parce que c'est un système de la santé différent que les autres. La manière dont le gouvernement fédéral l'a fait au passé, c'est que ils rendent le financement disponible pour une chose et puis ils imposent des taxes sur tout le pays pour et les provinces doivent prendre la relève parce que leurs contribuables payent pour et s'ils ne donnent pas, c'est la manière dont ils ont fait venir l'assurance médicale au départ. L'Ontario ne la voulait pas et le premier ministre a dit, bon, les gens payent pour, je suis mieux de la leur offrir même si je ne l'aime pas. Et on pourrait faire cela avec n'importe quelle initiative. Et les soins palliatifs, ça en fait partie. Kerry, vous avez une question? Oui, merci, j'ai une question supplémentaire. Merci pour votre présentation ce matin. Vous avez identifié 4 obstacles communs à la mise en œuvre d'une stratégie nationale. Et au cours des 2 derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler des écarts en milieu de travail, comment nous pourrions les régler. Le Canada est un pays très grand, très rural et très à distance. Et donc, est-ce que vous auriez des commentaires sur les stratégies pour identifier les infrastructures qui pourraient aider à l'élaboration d'une stratégie nationale? C'est une excellente question. Et ça en est une que nous avons étudiée aux États-Unis parce que certains États ont des populations très limitées. Et il y a différentes choses qu'il faut considérer vis-à-vis de cette question. D'abord, c'est axé sur tout fournisseur des soins de la santé qui aurait des connaissances de base en soins palliatifs à cause des problèmes concernant les soins au niveau des spécialistes. Mais ça n'a aucun sens d'avoir une équipe de spécialistes dans un village de 150 personnes. Donc, il faut avoir cette infirmière praticien qui assure les soins à ce village, le travailleur social qui fait beaucoup d'autres choses avec ses compétences de base. Et nous parlons de la technologie, de l'utilisation de la technologie, mais nous n'avons pas fait un très bon travail au niveau de la télésanté, les consultations à distance, les ressources pour la télésanté. Et je crois que cela est une vraie occasion parce que c'est non seulement le Canada qui fait face à ces disparités en raison de la géographie. Il y a beaucoup d'autres pays qui font face et qui n'ont pas déterminé comment le faire. Et je dirais que les soins palliatifs ne diffèrent que des autres parties des soins de la santé. Il faut déterminer comment offrir des soins de santé de haute qualité à des personnes dans des communautés éloignées. Et les soins palliatifs ne diffèrent guère des soins pour le cancer, pour différentes maladies, pour la pédiatrie. Et donc, je crois que cette solution ne va pas être très différente. Les solutions pour les soins palliatifs pourraient s'appliquer dans tous les aspects du système de la santé. Et j'aimerais savoir quelle serait cette solution.
Si je peux me permettre, j'aimerais faire un suivi sur le point que vous avez soulevé. Et vous avez peut-être noté que je pensais à des questions comme celles que vous avez soulevées. Et c'est vraiment une question de l'imputabilité pour toute stratégie. Donc, comme individu qui a passé 30 ans dans la vie politique et non politique, ayant participé à différentes stratégies et en ayant responsable de plusieurs, un de nos plus grands problèmes ici dans ce pays, c'est que nous ne déterminons pas où se trouve la vraie responsabilité. Pour le vrai changement, il faut plus qu'un cycle budgétaire et plus qu'un cycle politique. Et nous n'avons toujours pas établi un mécanisme pour quelque stratégie que ce soit, à mon avis, qui tient qui que ce soit responsable, à part les politiciens qui changent, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je sais que ce serait une question importante pour les membres du panel, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourra garder de ces autres pays? C'est une excellente question. Je vais prendre un moment pour y réfléchir avant d'essayer de répondre. Je pense que quelques-unes des stratégies en matière d'imputabilité ont été centrées sur cette capacité de développer des consortiums et des collaborations. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas uniquement le gouvernement qui était imputable dans le cadre d'un cycle budgétaire, et l'imputabilité était partagée. Désolé, je vous tourne le dos constamment à cause du panel là-bas. Donc, mais l'imputabilité résidait chez les sociétés professionnelles. Et ça restait au niveau local, dans les gouvernements locaux, plutôt que d'être au niveau de l'État et de la nation. Et c'est une chose qu'ont très bien fait les Australiens. Ils ont partagé la responsabilité entre les États et le gouvernement national. Et je crois que cela était d'une importance cruciale. L'autre chose, c'est que ce sont les jalons et les audits. Il y avait toujours quelque chose à étudier pour faire une comparaison. Et si on regarde le développement, on voit que ça saute des cycles budgétaires. Pourquoi est-ce qu'il a fallu aux Australiens 3 ans après le dernier audit pour consacrer beaucoup plus d'argent? Bien, le gouvernement a changé. Donc, on avait sauté un cycle budgétaire. Ce qui est bien d'être de retour ici, une des diapos que j'utilise provient de Wayne Gretzky. On lui demande pourquoi tu es meilleur. Il répond parce que je vais patiner là où la rondelle va se trouver, pas où elle est. Alors donc l'idée, c'est d'avoir justement ce plan tourné vers l'avenir. On sait que ça ne se fera pas en un seul cycle budgétaire, ni par un seul parti politique. Alors il faut être patient. Est-ce que ça vous aide? Bon, écoutez, je crois que ça y est de notre côté. Merci beaucoup encore une fois pour votre exposé. Merci, Don. Nous avons quelques minutes avant la pause repas. Le docteur Morrison, si vous voulez bien rester à la tribune. Donc, j'essaie ici justement de prendre quelques questions avant la pause. Bonjour. J'ai le point de vue du membre de la famille ici, pour revenir sur ce que vous avez dit au sujet du Canada, à savoir que le régime est plutôt organique. Ça nous a évité justement certains problèmes qui auraient été liés à des plans stratégiques. En fait, d'essayer de voir ce qui se passe à la base, apprendre de ce qui se passe à la base. Il faut une approche, si vous voulez, qui intègre toute la société. Quand vous avez une maladie grave, évidemment, vous devez passer par le régime des soins de santé, mais vous oubliez les autres éléments. Donc, si on parle d'autres cadres, c'est sûr qu'avec un cadre, on veut encadrer, hein, mais quand on encadre de façon trop étroite, on a des problèmes. Alors, est-ce qu'on peut élargir ce cadre? Et bien sûr, une démarche ici canadienne nationale, c'est pas juste le fédéral, c'est les provinces, c'est les municipalités aussi. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà des simples soins de santé dans le cadre qui nous intéresse? Pas vraiment, mais je reviens là-dessus. Je pense qu'en disant non, écoutez, il n'y a personne qui a fait ce genre de choses.
parce que c'est tellement complexe et il y a tellement de chasse gardée, si vous voulez, de part et d'autre. Évidemment, il faut commencer à quelque part. Je suis d'accord avec vous. J'habite un pays où les besoins sociaux relèvent du régime de santé, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'argent qui s'y dépense, mais je comprends votre point de vue. Comme vous l'avez dit, ce qui marche, c'est avoir deux stratégies, celles qui viennent du bas, celles qui viennent du haut. Et donc, l'élaboration de soins palliatifs ici, jusqu'à maintenant, c'est du bas vers le haut. Et c'est critique, c'est la base, c'est la fondation. Ce qui serait utile pour la suite, c'est non seulement de continuer cette stratégie du bas vers le haut, mais une autre du haut vers le bas qui va venir répondre et compléter la première. Bon, on est optimiste, on est prudent. Bon, c'est probablement l'idée d'aller au-delà des soins de santé, c'est très bien, mais difficile pour moi, peut-être parce que je suis en santé. Très difficile de comprendre pour moi. Oui, je sais que ça vous limite, je suis désolée. Oui, ça me limite, en effet. C'est l'idée du point de vue de la famille, parce que moi aussi, je suis active en soins de santé. Ce que j'ai appris, la raison pour laquelle on ne peut pas s'occuper de mon être cher, c'est que la maison n'était pas accessible. Écoutez, on avait de très bons soins à domicile, mais le problème, c'était qu'on avait le problème qu'on ne pouvait pas accommoder quelqu'un qui aurait dû vivre dans la maison aussi. Ben, écoutez, des fois, rien que l'accès à la nourriture est un problème. Je comprends. Une autre courte question et une courte réponse, et ensuite, c'est la pause repas. Merci, c'était très bien. Nous, médecins des soins palliatifs, recommandons la restitution du secrétariat pour les personnes âgées. C'est peut-être une des choses qu'il faudrait faire pour obtenir cette fameuse démarche du haut vers le bas. Sharon Carstairs, quand elle était ici, n'était pas appuyée du gouvernement. Elle a fait beaucoup de travail, de bon travail. Elle avait des ressources, mais elle a très bien fait avec ce qu'elle avait. Alors, quel est votre point de vue? Croyez-vous que ce serait une bonne idée pour le Canada? Ben, écoutez, oui, certainement. La réalité est celle-ci. Dans tous les pays occidentalisés, vous voyez le vieillissement des baby boomers. Ça aura un impact effrayant sur l'économie, les soins de santé. On n'a pas assez de population jeune pour soutenir, bien que les soins palliatifs, et comprenez-moi bien, pour les jeunes comme les personnes âgées, ce qui constitue une crise sur le plan économique, ce sont les personnes âgées, plus âgées, qui sont très malades. Alors, il faut voir comment nous allons prodiguer ces soins. On a des gériatriciens, on a des médecins spécialisés, mais c'est vraiment une question qui intéresse la population, pas des spécialités. Et je pense que si on peut avoir justement des soins de toute la gamme, ben, on pourra s'occuper des jeunes comme des gens d'âge moyen et des personnes plus âgées.